Bonsoir, merci d'être venu par ce beau temps. C'est méritoire à vous d'être là. Nous allons parler ce soir comme vous le savez déjà, du Maghreb et du Moyen-Orient. Ça tombe pas mal parce que on va essayer de parler de ce que la France pourrait avoir comme attitude par rapport à ces deux régions. C'est bien que nous le fassions maintenant parce que nous avons un nouveau gouvernement, un nouveau président, bientôt une nouvelle assemblée quasi unique. Et il est peut-être temps de savoir à quelle sauce nous voulons manger notre politique étrangère et si nous allons encore en avoir une et à quoi elle ressemblera. D'habitude, quand nous sommes réunis ici le soir à 18h30, c'est pour parler autour d'un livre. Aujourd'hui, nous allons parler autour d'un rapport. Ce rapport s'appelle le rapport Avicenne. C'est un document d'une 60aine de pages qui vient d'être terminé. Il a été écrit par le groupe Avicenne. Le groupe Avicenne, c'est un groupe de réflexion qui réunit depuis 2007 des chercheurs, des diplomates, des journalistes de sensibilités politiques différentes qui s'intéressent au Maghreb et au Moyen-Orient. La plupart d'entre eux, ils ont été en poste ou ont été impliqués à Paris ou sur place dans les événements qui sont survenus au cours des années récentes. Le rapport a été rédigé par des contributions notamment, avec des contributions notamment de Denis Bochart, qui est ici à côté de moi, de Frédéric Charillon, de Jean-Claude Cousserand, d'Agnès Levallois, qui est également ici avec nous, de Dorothée Schmidt et d'Alexis Varande. C'est bien que nous ayons deux des auteurs avec nous ici ce soir. Nous allons pouvoir les questionner sur d'abord la nature du rapport, le contenu, et ensuite débattre avec eux des propositions qui sont faites. Parce que l'intérêt du rapport Avicenne, c'est que c'est à la fois un diagnostic très pointu, très intéressant, assez novateur par certains côtés, mais c'est aussi une liste de propositions. C'est pas seulement un groupe de gens qui nous disent ça va mal, ça on le sait. C'est aussi des gens qui nous disent quelles sont les solutions éventuellement vers lesquelles on pourrait s'orienter et aussi quelles sont les mesures pratiques qui pourraient être prises. Donc, pour en parler, nous avons donc avec nous un diplomate, Denis Bochart, qui a été ambassadeur en Jordanie, qui a ensuite été à de hautes responsabilités au Quai d'Orsay, notamment directeur d'un ANMO, qui a été également président de l'Institut du monde arabe. Et nous avons avec nous quelqu'un qui est ici chez elle. J'espère que vous sentirez aussi chez vous, d'ailleurs. Je viens souvent ici. C'est Agnès, qui est la vice-présidente de cette maison et qui est consultante après avoir été experte et analyste dans divers ministères et avoir dirigé un certain nombre d'organes de presse, tous liés au Proche et au Moyen-Orient. Je propose de leur donner la parole pour commencer chacun pour une quinzaine ou une vingtaine de minutes pour nous exposer le contenu de leurs travaux. Et ensuite, je leur poserai peut-être quelques questions. Et en tout cas, vous pourrez poser toutes celles que vous avez envie de poser. Et la discussion pourra s'engager. Qui veut commencer ? Merci pour cette présentation. Peut-être un mot complémentaire sur Avicenne. Pourquoi ce groupe ? Donc créé maintenant il y a une dizaine d'années, parce qu'il nous semble que cette région est pour la France une priorité, en raison de sa sensibilité, en raison de sa proximité, en raison des liens historiques que nous avons depuis parfois des décennies et même parfois des siècles, puisque sans remonter aux croisades, déjà à travers François Ier, la France avait une place particulière au Levant à la Renaissance. Donc c'est une relation très, très ancienne, très forte que nous avons avec cette région. Et il nous a semblé que pour développer une politique étrangère vis-à-vis de cette région, on avait besoin d'un consensus bipartisan. Bon, je dis bipartisan, mais maintenant, je ne sais plus très bien ce qu'on peut dire. Mais un consensus entre les différentes forces politiques. Et c'est pour cette raison que, dès le départ, nous nous sommes réunis à peu près une quinzaine de personnes. Nous avons tenu à ce que, je dirais, toutes les sensibilités politiques soient représentées. Ce groupe a d'ailleurs eu une composition en géométrie variable. Un certain nombre en 2007, un certain nombre de personnes
en ont fait partie et pour différentes raisons, ou nous ont quittés ou ont été nommés à l'étranger, etc. Et nous avons fait trois rapports substantiels. Un en 2007, c'est-à-dire juste avant l'élection présidentielle de 2007. Un en 2011, au lendemain du déclenchement du printemps arabe. Et puis, donc, tout récemment, un mois avant les élections présidentielles. Entre-temps, un certain nombre de tribunes ont été publiées dans le Monde aux Libérations sur des sujets particuliers. Peut-être pour ma part, je vais tout d'abord essayer de souligner les idées forces qui sont dans ce rapport. Ce rapport qui est d'ailleurs consultable sur Internet. J'ai l'adresse quelque part, je ne la connais pas par cœur. C'est ça, Groupe-Avicenne WordPress.com, si je veux. Il y a, je dirais, toutes nos publications qui sont relativement peu nombreuses, mais également les publications d'un certain nombre de participants. J'ai oublié de dire qu'en fait, René Bachmann a cité quelques noms. Pour une raison simple, c'est que d'autres participants du groupe n'ont pas souhaité être cités parce que soit dans la presse, soit même à des niveaux de responsabilité dans l'administration, ils ne souhaitaient pas, je dirais, être identifiés. Quelles sont les idées forces de ce rapport? La première idée, c'est que dans le contexte de chaos que connaît le Moyen-Orient et dans une moindre mesure l'Afrique du Nord, nous sommes en train d'assister à une redistribution géopolitique majeure. Une mutation, si j'ose dire, de la géopolitique du Moyen-Orient et dans une moindre mesure de l'Afrique du Nord est en train de se développer. Avec, tout d'abord, l'apparition et le développement de ce qu'on pourrait appeler des États faillis, c'est-à-dire des États dont le gouvernement est soit évaporé, soit totalement, je dirais, hors contrôle de la violence, avec la multiplication de milices, je dirais, autogérées, avec des situations de violence, de guerre civile. Et c'est le cas, naturellement, vient à l'esprit la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye. Le Liban n'est pas très loin de cette situation. La deuxième chose, c'est que apparaissent Israël, la question palestinienne est en train, et la position d'Israël est en train de, je dirais, se modifier avec un déplacement du centre de gravité de la politique intérieure israélienne qui conduit les autorités, Netanyahou apparaissant comme un modéré, à ouvertement réclamer une annexion de l'ensemble de la Cisjordanie et donc de la réalisation du Grand Israël du fleuve à la mer. Et troisième élément très important, c'est que l'Iran est devenu un acteur majeur dans le Moyen-Orient arabe et que l'influence de l'Iran s'étend maintenant effectivement de Téhéran jusqu'à la Méditerranée, ce qui est un élément effectivement nouveau et ceci de façon continue, avec entre les deux un Irak qui leur était offert sur un plateau d'argent par nos amis américains, qui les a débarrassés d'une part de la présence de Saddam Hussein, qui était leur principale menace, et d'autre part, qui, grâce à la démocratie, a mis en place un gouvernement chiite, dont les principaux responsables ont vécu en Iran, en exil, pendant une trentaine d'années. Donc l'Iran est en place jusqu'à la frontière d'Israël, et même jusqu'en Cisjordanie, même si le Hamas est un mouvement sunnite, il bénéficie à l'évidence non seulement de la sympathie, mais d'un appui de l'Iran. Un autre élément qui est très important dans cette redistribution géopolitique, c'est la création d'entités autonomes kurdes en Irak, avec d'ailleurs une certaine bienveillance
de la Turquie dans la mesure où les Kurdes irakiens ont pris position très ferme contre le PKK, mais également le développement d'une entité kurde en Syrie avec l'appui évident des États-Unis qui arment aux grandes dames de la Turquie les Kurdes syriens et le mouvement PYD qui est en fait une émanation du PKK. Un autre élément, c'est effectivement le retour de l'influence russe, peut-être plus important que l'influence de l'Union soviétique. La relation entre la Russie et le Moyen-Orient est très ancienne. Elle existait déjà du temps des tsars. Elle a été confirmée, développée par l'Union soviétique. Elle a continué avec la Russie, qui après la période effectivement d'éclipse qui représentait la décennie noire des années 90, est revenue en force et présente et a un ancrage extrêmement fort, notamment en Iran, en Syrie, un retour sur des sujets, dans des domaines sensibles en Égypte, une présence également en Libye, et des relations excellentes au niveau des hommes, au niveau le plus élevé entre Netanyahou et Poutine avec Israël. En revanche, on peut dire qu'il y a un déclin de l'influence occidentale, qu'il s'agisse des États-Unis ou qu'il s'agisse de l'Europe. Les États-Unis comme l'Europe, je dirais, ce sont, depuis le déclenchement des printemps arabes, ont plus été des spectateurs que véritablement des acteurs, à l'exception peut-être de la Libye où il y a eu une intervention sur laquelle que l'on pourra évoquer, mais qui, dans une certaine mesure, je dirais, a contribué à ce déclin de l'influence occidentale. Et puis, il y un élément nouveau et très important, me semble-t-il, l'arrivée de nouveaux venus qui viennent de l'Est, en particulier la Chine, qui développe maintenant une véritable politique arabe, qui a certes une dimension économique, le souci de s'approvisionner, d'avoir une sécurité des approvisionnements, en particulier dans le domaine des hydrocarbures en provenance de cette région, mais qui a de plus en plus une dimension politique, comme on l'a vu, notamment sur l'Iran, où la Chine a accompagné la Russie pour éviter, je dirais, toute sanction onusienne significative à l'égard de l'Iran. Un envoyé spécial du président chinois tourne régulièrement dans la région. Chaque année, vous avez une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe à Pékin. Tout ceci montre que la présence chinoise, forte en Afrique déjà, est de plus en plus forte au Moyen-Orient. Et chose que l'on ignore souvent, c'est que maintenant, la Chine est le premier fournisseur et le premier client de l'Iran, grâce notamment au jeu des sanctions américaines et européennes. Et là, c'est fait plus surprenant, la Chine est également maintenant le premier client et le premier fournisseur de l'Arabie saoudite. Comment expliquer cette situation ? En fait, il n'y a pas d'explication simple. Il n'y a pas d'explication simple. Il y a beaucoup d'explications simplistes. C'est la faute à Georges Picot, c'est la faute nos ancêtres, c'est la faute de l'Iran, c'est un complot américain, c'est la faute de l'Arabie saoudite qui propage le salafisme et le wahhabisme, d'où naissent les terroristes. Il y a beaucoup d'explications simplistes. En fait, là, les raisons, il y a une conjonction de raisons qui s'entrecroisent, qui s'amplifient mutuellement, qui est parfois difficile dont la pondération est parfois difficile à mesurer. Il y a certes le poids de l'histoire. Il est sûr qu'il existe des séquelles de la façon dont l'Empire ottoman a été dépecé au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il y a la défaillance des gouvernements, les défaillances de la gouvernance de pays
en général quasi totalement autocratiques, qui ont organisé des systèmes de raquettes et de corruption pour se maintenir au pouvoir. Il y a le développement de l'islam radical et effectivement avec l'apparition dans les années 70 d'Al-Qaïda et maintenant d'une autre mouvance qui est l'État islamique qui est en concurrence avec Al-Qaïda. Et il y a l'échec des printemps arabes, à l'exception de la Tunisie, où les choses semblent être sur les rails malgré des turbulences. Il y a le réveil des chiites, qui est un élément très important, ce qu'on appelle en anglais le Shia Revival. Il y a un livre qui a été consacré à cela, et qui, avec la protection et plus que ça, le soutien de l'Iran, a étendu son influence dans de nombreux pays arabes, mais également en Asie centrale. Il y a enfin les interventions extérieures qui sont intervenues à différentes reprises, dont deux me semblent ont provoqué des turbulences fortes. C'est l'intervention américaine, naturellement, en 2003 en Irak, et d'autre part l'intervention franco-britannique OTAN en Libye en 2011. Voilà, si vous voulez, un petit peu comment nous voyons les choses. Nous avons essayé de dégager, le troisième élément, nous avons essayé de dégager quelques principes d'orientation au nombre de 3. Et ce sont des principes qui ont tout de même très largement inspiré la politique de la France entre 1967 et 2007. Ce que le président Macron a appelé la filiation gaulo-mitterrandienne. C'est le principe d'indépendance, notamment vis-à-vis de grandes puissances et en particulier des États-Unis, ce qui n'empêche pas que nous devons parler à tout le monde, ce qu'on a peut-être oublié dans la période 2007-2017. C'est le rôle de la France comme faiseur de paix, comme honnête courtier, qui essaye sinon de régler, de contribuer à des solutions d'apaisement entre les pays, entre Palestiniens et Israéliens, entre l'Iran et l'Irak, etc. Ceci signifie que s'il doit y avoir des interventions, ce ne peut être qu'en dernier ressort. Et ça ne peut être soit qu'à l'appel d'un pays du gouvernement légal qui est attaqué, c'est ce qui passait par exemple au Mali, ou alors s'il y a, je dirais, une légitimité internationale à travers une résolution du Conseil de sécurité. Enfin, le troisième principe, c'est qu'il faut que notre politique soit réaliste et en particulier que nous ayons des enjeux clairs et que nos moyens soient adaptés à ces enjeux. Et peut-être nous avons parfois, je dirais, surestimé notre capacité à jouer un rôle. Est-ce que j'ai encore 2 minutes ? 2 minutes. Voilà. Alors, nous avons fait effectivement toute une série de propositions dont nous allons pouvoir effectivement reparler. D'abord, des propositions, je dirais, de caractère structurel, c'est-à-dire d'organisation. Et nous avons effectivement proposé qu'au niveau de l'Élysée soit mis en place un véritable conseil de sécurité, comme il en existe en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, avec un staff léger, mais qui englobe tous les ministres concernés, et notamment, alors certes, il y a le Conseil de défense, mais dans le Conseil de défense, normalement, le ministre de l'Intérieur n'est pas présent. Nous pensons qu'il faut un Conseil de sécurité où le ministre de l'Intérieur est également présent, de même que le ministre des Finances et naturellement le ministre de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Nous pensons qu'il est très important dans cette
zone où il y a des sociétés civiles qui émergent, qui se développent, que nous développions nos relations avec ces sociétés civiles. Nous en avons les moyens. La France est un des rares pays qui a un véritable soft power. À travers ses instituts de recherche, ses centres culturels, ses programmes de personnalité d'influence, ses lycées français à l'étranger, qui jouent un rôle très important dans ce soft power. Nous n'avons pas les grandes fondations à l'allemande, comme Adenauer ou Herbert von Stiftung, qui effectivement ont des moyens très importants. Donc il faut que nous utilisions ces instruments et en clair, qu'ils aient plus de moyens qu'ils n'ont actuellement. Nous avons fait un certain nombre de propositions pays par pays ou zone par zone, en estimant que le Maghreb est tout de même des priorités, compte tenu de nos liens historiques avec ces pays. Et nous proposons un certain nombre de dispositions pour organiser la sécurité dans cette zone, en particulier dans le Golfe. Une des idées que nous avons mises en avant, c'est de créer une sorte de pacte de sécurité un peu à l'image de ce qui a été fait en Europe, ce qu'on appelait le processus d'Helsinki ou le SCE, avec la mise en place d'une conférence qui réunirait à la fois les 5 membres du Conseil de sécurité, l'Allemagne et les puissances régionales, y compris naturellement les puissances non arabes comme la Turquie et l'Iran, avec la mise en place de mesures de confiance, avec un mécanisme de prévention des conflits et avec la mise en place également de garanties. Voilà. En conclusion, je dirais que tout reste à faire, enfin beaucoup reste à faire, et que nous sommes très, très conscients, et je dirais les propositions que nous faisons, on le fait avec beaucoup d'humilité, parce que je pense que la marge de manœuvre, d'influence des puissances extérieures, y compris des États-Unis, est faible. Nous pensons qu'il y a actuellement, avec le nouveau président, des éléments de réceptivité. Il a, notamment lors du débat avec Marine Le Pen, évoqué sa filiation avec cette tradition gaulo-mitterrandienne. Il a, lorsqu'il a fait en quelque sorte le palmarès de ses prédécesseurs dans son discours d'intronisation, rendu hommage à Jacques Chirac, qui avait, je dirais, résisté au va-t-en-guerre. Donc nous pensons qu'il est dans l'esprit d'Avicenne, surtout que dans son staff, il y a un certain nombre de sympathisants d'Avicenne. Ceci étant, je pense que pour l'instant, comme vous le savez, il a commencé un parcours qui a été jugé en général de façon positive, mais les problèmes concrets arrivent et le moment de vérité va bientôt arriver. Et la nouvelle crise du Golfe, avec cette initiative de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis de boycott du Qatar, non seulement des relations diplomatiques, mais un véritable embargo sur le Qatar, ajoute un chaos, une crise dans la crise. Et là aussi, je pense qu'il va y avoir un moment difficile dans lequel la France devra, je dirais, montrer ses qualités de diplomatie et essayer de contribuer à l'apaisement de cette crise. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après ce tableau général de la situation, qui est une bonne synthèse très précise du contenu du rapport, je vais maintenant passer la parole à Agnès Levallois, qui va s'attacher à regarder de beaucoup plus près l'un des conflits centraux qui est au cœur de ce rapport, c'est-à-dire la situation autour de la Syrie. Merci René. C'est vrai que la question syrienne nous a beaucoup occupés pendant la rédaction de ce rapport au sein du groupe, puisque c'est évidemment un sujet majeur, extrêmement important, sur lequel nous nous sommes penchés, même si nous avons aussi regardé les autres crises, la Libye, on a parlé beaucoup de la Turquie aussi dans ce rapport, puisque nous étions, lors de la rédaction, en plein dans l'ascension de Erdogan, donc ça a fait partie des sujets que nous avons regardés de près. Nous avons toujours eu l'idée qu'il fallait essayer de trouver une façon d'aborder les différents conflits, et en particulier le conflit syrien, de façon à ce que ça puisse alimenter la réflexion de nos décideurs. Donc c'est vrai que si vous lisez ce rapport, vous allez peut-être parfois avoir le sentiment
qu'il y a eu un certain nombre de compromis qui ont été élaborés pour que ce rapport puisse être rédigé, puisque nous n'étions pas tous forcément d'accord, nous n'avions pas tous forcément la même façon d'appréhender les choses. Donc ça peut avoir un côté peut-être un peu frustrant, mais c'est volontairement que nous avons adopté cette démarche, avec l'idée qu'il faille absolument que nous puissions faire des propositions, et après charge aux politiques qui auront l'intérêt de regarder cela, d'en faire quelque chose ou se baser sur cette réflexion et ces recommandations pour élaborer une politique. Donc nous ne sommes pas là, nous, pour élaborer une politique, mais pour apporter des éléments de réflexion à partir d'un constat qui a été fait de la situation dans la région. À partir de ce constat, nous avons élaboré des recommandations, comme vient de le dire Denis, et nous avons fait quelques fiches par conflit, dont le conflit syrien, parce que nous estimons que c'est un conflit important, d'autant plus important que la France, dès le départ de ce conflit syrien, a joué un rôle important, que la politique qui avait été menée à l'époque par Sarkozy quand la crise a commencé et ensuite par le Hollande quand il est arrivé aux affaires, est un sujet qui a occupé nos différents présidents de la République et qui risque d'occuper aussi le nouveau président Macron qui est arrivé depuis peu. Donc on a essayé de réfléchir à que proposer et comment envisager ce conflit syrien pour lequel beaucoup d'encre a coulé, comme vous le savez, vous qui suivez ces affaires du Moyen-Orient, où on a beaucoup critiqué la politique française, la diplomatie française en particulier sur ce dossier, en se posant la question de savoir si la politique française avait été une réussite, un échec. On a beaucoup dit que la politique française ou la diplomatie française à l'égard du conflit syrien était un échec, ce qui, à mon avis, évidemment, est une façon un peu rapide d'appréhender les choses, parce que sur le fond même du dossier syrien, je crois que la politique, la diplomatie française a été tout à fait pertinente. Après, il y a une question de moyens aussi pour mettre en œuvre cette politique. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que dans les recommandations ou dans la réflexion que nous avons menée, nous insistons beaucoup sur le fait qu'il faille absolument un tandem au sein de l'Europe pour travailler sur ces questions moyen-orientales, et que ce tandem doit être le tandem franco-allemand aussi sur les questions du Moyen-Orient, puisque l'Allemagne est très impliquée sur différents terrains dans la région, même si on en parle moins, que sa présence est peut-être moins visible, mais l'Allemagne a une vraie politique dans la région. Et que si on veut que l'Europe soit plus active dans le règlement des conflits de la région Maghreb, Proche et Moyen-Orient, ça ne peut se reposer que sur ce tandem franco-allemand, puisque nous, tout seuls, c'est assez difficile de pouvoir agir. Et là encore, le cas syrien a été la démonstration de cela. Vous avez tous en mémoire la fameuse ligne rouge d'Obama en août 2013, où lorsque les Américains ont décidé de ne pas partir, de ne pas aller, en engageant les bombardements contre certaines cibles qui avaient été choisies auparavant. La France toute seule avait évidemment le moyen militaire de le faire, mais ne pouvait pas politiquement, diplomatiquement le faire toute seule. Donc ça pose évidemment la question de la marge de manœuvre de la France dans la façon d'agir vis-à-vis de ce conflit, en particulier ce conflit syrien. Et c'est pour ça que j'ai fait ce petit détour sur cette proposition que nous faisons de renforcement de ce coup franco-allemand, à partir duquel on pourra peut-être entraîner une politique européenne, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas de politique européenne en la matière. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc la réflexion que nous avons menée à propos de ce conflit syrien, c'est d'essayer de revenir sur donc ce qui a été dit, réussite, échec. Évidemment, les choses sont toujours beaucoup plus compliquées que ça. Je pense qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que la politique française soit été un échec, soit été une réussite. C'est évidemment beaucoup trop court et ça ne permet pas de mettre en perspective la complexité de cette situation et des moyens que nous avons adoptés pour cela. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la France se sent concernée par cette affaire syrienne et qu'elle n'a aucunement l'intention d'arrêter et de ne pas continuer à travailler sur des tentatives de règlement de ce conflit syrien. Comment peut-elle le faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Et donc, c'est ça les différentes pistes que nous avons essayé de regarder, avec toujours en mémoire, évidemment, le fait que la France toute seule n'a pas les moyens de tout faire. Et donc, elle est obligée de s'inscrire dans un cadre un peu plus large pour essayer de faire des propositions. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, et là vous l'avez peut-être évidemment entendu, c'est qu'on a parlé d'un glissement de la politique française, de la position française vis-à-vis de la Syrie, où lorsque la crise a commencé très vite, on a eu des propos disant rien ne peut se faire avec Bachar el-Assad, et qu'au bout d'un moment, il y a eu ce glissement où on a eu l'air de mettre des priorités en se disant la priorité, c'est la lutte contre Daesh, et la priorité numéro 2, c'est la lutte contre Bachar el-Assad.
Et donc ça a évidemment fait l'objet de discussions au sein du groupe, de savoir s'il faut rester sur cet ordre de priorité ou est-ce qu'on considère qu'il faut évidemment dans un même temps, lutter contre Daesh, mais trouver une solution politique à la crise en Syrie, parce que sans règlement politique, évidemment, Daesh pourra toujours continuer à se développer parce que la raison du mal, si je puis dire, n'aura pas été prise en compte si on s'attache simplement à lutter contre Daesh. Donc cette question de priorité est quelque chose qui est remis en question par certains membres du groupe, estimant qu'il faut attaquer cette idée, enfin cette situation en même temps et non pas de faire une hiérarchie. Mais comme vous l'avez peut-être entendu, c'est vrai que le président Macron, lui, estime qu'effectivement, il faut lutter contre Daesh parce que c'est Daesh qui s'attaque aux intérêts français en France, alors que Bachar el-Assad, même s'il est tout à fait évident, il a déclaré qu'il faut trouver une solution politique et que Bachar el-Assad ne peut pas rester indéfiniment en place, c'est pas lui qui aujourd'hui va à l'encontre des intérêts français. En France, les attentats sont le fait de Daesh et non pas de ce gouvernement syrien. Et c'est donc toute cette dialectique qui est mise en question et qui est abordée. Et comment faut-il l'aborder? Est-ce qu'on se satisfait de cette hiérarchie ou est-ce qu'on considère qu'au contraire, cette hiérarchie, il faut la remettre en question pour les raisons que je viens d'évoquer, à savoir qu'il faut gérer les deux en même temps pour tuer, si je puis dire, ou affaiblir le discours de Daesh qui, lui, se nourrit du fait qu'on n'a toujours pas réglé la question politique à Damas et ce qui entretient le conflit et qui entretient l'intérêt que peut représenter Daesh pour des jeunes combattants qui veulent rejoindre les rangs de cette organisation, estimant que la situation est catastrophique puisque aucune solution politique n'a été trouvée. Ce que l'on propose dans cette réflexion sur le conflit syrien, enfin ce que l'on met en valeur, et ça c'est évidemment une évidence aussi, c'est qu'il faut aujourd'hui tenir compte du fait que les Russes sont un acteur majeur sur ce conflit syrien, ce qui n'était pas le cas au début du conflit, lorsque celui-ci a commencé. Même si les Russes ont toujours été aux côtés de Bachar el-Assad, les Russes n'étaient pas intervenus directement comme ils le font maintenant depuis 2015, et que cette donne a évidemment des conséquences, puisque aujourd'hui ce sont les Russes qui pilotent un processus de négociation à Astana, qui est un processus de négociation qui fait concurrence au processus de négociation qui a été lui mené et qui est toujours mené par l'ONU, en la personne de Staffan de Mistura, qui est l'envoyé spécial de l'ONU pour le règlement de la question en Syrie. Donc aujourd'hui, nous avons deux processus qui s'accompagnent, si je puis dire, parce que dès qu'il y a une réunion à Astana, quelque temps après, il y a une réunion qui se tient à Genève pour essayer de trouver une solution. Mais ce que je veux simplement dire par là, c'est que le fait aujourd'hui de cette présence russe et de ce processus de négociation d'Astana, ça contraint aussi à la diplomatie française, évidemment, à tenir compte de cet élément, ce qui ne veut pas dire que dès le départ du conflit, la position française n'a pas tenu compte du rôle de la Russie. Bien évidemment, les diplomates français étaient tout à fait au courant et avaient tout à fait pris en compte cette dimension. Mais aujourd'hui, elle est d'autant plus importante que les Russes interviennent directement et que le sentiment que l'on a, et qui n'est pas qu'un sentiment, c'est que la solution aujourd'hui du conflit syrien se trouve beaucoup plus entre les mains de la Russie qu'entre les mains de l'envoyé spécial de l'ONU, puisque celui-ci se retrouve en deuxième ligne par rapport aux Russes qui, eux, sont en première ligne. Et donc, toute la réflexion pour la diplomatie française aujourd'hui, et je pense que le président va évidemment regarder ça, c'est comment nous trouver, garder une place et comment pouvoir continuer à avoir un rôle dans la tentative de règlement de ce conflit syrien, alors que nous ne sommes plus du tout en première ligne. Aujourd'hui, c'est donc les Russes, comme je viens de le dire, mais également les Iraniens, et ne l'oublions pas, et que donc nous sommes dans une position plus difficile, d'autant plus que nous avons l'incertitude américaine. Que va faire Trump sur ce dossier syrien? Il y a eu, comme vous l'avez vu, le bombardement de cette base il y a quelques semaines maintenant, qui a été une réaction qu'on a eu le sentiment qui était plus une réaction épidermique, c'est-à-dire Trump qui a voulu montrer que l'utilisation d'armes chimiques était inacceptable, ce qui est un fait. Mais est-ce qu'il y a une politique ou une réflexion qui a conduit à ça, ou est-ce que ça a simplement été one shot, on y va pour montrer à Assad qu'on ne sera pas comme Obama, façon de se démarquer de la non-intervention d'Obama, pour montrer que Trump, lui, était différent et qu'il engageait les choses différemment? Est-ce qu'il y a une vraie politique qui a été élaborée à Washington aujourd'hui? Pour l'instant, on ne la voit pas, en tous les cas où elle n'a pas été annoncée. Et comment la France peut accompagner ou faire partie de cette réflexion qui va aujourd'hui va forcément voir le jour à un moment ou à un autre,
pour trouver une solution, puisque ce dont nous sommes convaincus en tous les cas, c'est que seule une négociation politique permettra de sortir de ce conflit, qu'il n'y a évidemment pas de solution militaire au conflit syrien et que donc la négociation doit évidemment primer sur tout le reste. Mais comment gérer cette négociation avec les différents paramètres que je viens d'énoncer, à savoir la Russie qui aujourd'hui tient véritablement les choses en main, les Iraniens qui sont avec les Russes à côté de cette réflexion sur la sortie de crise, des Américains où on ne sait pas très bien où ils sont, même s'il y a eu cette réaction, ce bombardement très ponctuel qui a eu lieu il y a quelque temps, et avec une France qui considère à juste titre qu'elle continue à vouloir avoir voix au chapitre, mais avec quels moyens celle-ci peut-elle avoir voix au chapitre en raison de la position que nous avons eue dès le départ, mais surtout du manque de moyens dont nous disposons sur la scène internationale pour seul pouvoir faire quelque chose. Comme je dis tout à l'heure, ça n'est pas possible. Donc, comment peut-on s'inscrire et comment peut-on faire évoluer les choses? Ce que l'on pense quand même dans ce rapport sur la crise syrienne, c'est qu'on a un point sur lequel, et un point peut-être dont on ne parle pas assez souvent, mais qui pour nous est important, c'est que nous considérons que nous devons absolument nous appuyer, enfin nous, la diplomatie française, c'est une proposition, de continuer à s'appuyer sur les relais locaux de la société syrienne. On a tendance à oublier qu'il y a une société syrienne qui continue à vivre aujourd'hui en Syrie, qui s'organise, qui est extrêmement active sur le terrain, que ce soit les casques blancs, que ce soit les comités de coordination locaux, qui ont un vrai rôle sur le terrain, qui ont très peu de moyens. Et nous considérons que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder de très près et qu'il faut absolument aider cette société syrienne qui se bat au quotidien dans des conditions absolument terribles, mais qui font preuve d'une capacité d'organisation et de résister au rouleau compresseur mis en œuvre par le régime, qui est extrêmement important. Et que cette société syrienne, on a un peu tendance à l'oublier, parce qu'on parle souvent des grands rapports de force géopolitiques, le rôle des puissances régionales, internationales, ce qui est une réalité, bien évidemment, il ne faut pas la nier. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a cette société syrienne et comment nous, la diplomatie française, les Français ou la diplomatie européenne, comment peut-elle aider cette société syrienne? Et ça, pour nous, c'est un des points qui est absolument essentiel et sur lesquels nous devons vraiment travailler, et nous espérons, en tous les cas, que ce point précisément sera entendu, parce que nous considérons que c'est un élément véritablement de réflexion important et qui sort simplement de ces grandes négociations géopolitiques qui, je le répète, évidemment, elles sont importantes. Mais n'oublions pas qu'il y a une société syrienne et que celle-ci et ces acteurs locaux sont véritablement essentiels, et que si un jour on veut trouver une solution, cette solution passera par les acteurs locaux. Ça sera évidemment que la négociation fera intervenir les acteurs internationaux et régionaux, mais que aucune solution ne sera viable à terme en Syrie si les acteurs locaux ne sont pas associés à la définition d'une sortie de crise. Et c'est en cela que de s'appuyer et de travailler avec ces acteurs locaux, avec ces comités de coordination, nous paraît une des pistes, en tous les cas, qui est importante et sur laquelle il faudra travailler. Je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas être trop longue. Oui, on va pouvoir donner la parole à la salle ensuite. Merci Agnès. Avant de vous passer la parole à tous, je voudrais profiter du fait que j'ai le micro pour poser deux questions. La première, c'est sur le rôle de Trump. Tu as évoqué, Agnès, l'attitude de Trump dans l'affaire syrienne. Je voudrais savoir ce que vous pensez du rôle général de Trump et du fait qu'il apparaît plutôt comme un facteur d'instabilité, comme un facteur de certitude dans cette zone très compliquée. La zone est déjà très difficile, il y a une multitude de conflits qui s'imbriquent les uns dans les autres, et au lieu d'avoir une position américaine qui soit relativement claire, qu'on l'approuve ou qu'on la désapprouve, on a une position américaine qui est complètement floue, et qui est même parfois contradictoire. Est-ce qu'il est possible d'imaginer des perspectives politiques, des perspectives stratégiques, y compris dans la définition de solutions pour, par exemple, sortir de la crise syrienne, avec un pareil facteur d'incertitude? Ça, c'est ma première question. Et la seconde question, c'est à propos du conflit israélo-palestinien. Moi, je suis toujours parti du principe qu'il était relativement central dans la région proche et Moyen-Orient,
Et évidemment, pour l'instant, il est totalement éclipsé par l'ampleur de la guerre et la profondeur et le côté carnage de la guerre en Syrie et aussi en Irak d'ailleurs. Mais il dure néanmoins depuis, on vient de marquer le 50e anniversaire de la guerre de 6 jours. Et il dure et il n'y a toujours pas de solution. Et je dirais même, il y a encore moins de solutions qu'avant. Donc, est-ce que ce conflit qui apparaît maintenant comme un conflit de basse intensité est en train d'être oublié, négligé? Est-ce que le fait qu'il soit de plus en plus négligé n'est pas en train d'en faire un conflit plus inquiétant et plus porteur de danger qu'il ne l'était jusqu'à présent? C'est vrai que la question israélo-palestinienne et palestinienne en particulier fait l'objet dans le rapport de tout un développement, puisque évidemment, alors pour nous, s'il y a une chose qui est évidente, c'est que c'est un conflit central et que ça fait partie là aussi des réflexions, et l'analyse a été largement débattue au sein de ce groupe, puisque vraiment, je le répète, le conflit pour nous est central et donc il est évidemment essentiel de l'aborder. Et on s'est basé d'ailleurs sur l'initiative qui avait été lancée par la France, de cette conférence qui s'est tenue début janvier. On a d'ailleurs auditionné, ça n'est pas un secret, Pierre Vimont, qui a été la cheville ouvrière de cette conférence, pour qu'il nous en parle, pour justement alimenter notre réflexion, estimant que cette conférence avait été un moment important. Alors évidemment, personne ne se fait d'illusions sur ce qu'a été cette conférence, et c'est pas toi, René, qui a fait un très beau papier dans Mediapart sur cette conférence et sur les résultats de cette conférence, qui évidemment étaient des résultats plus que limités. Ce qui est important quand même, c'est que la France est tenue à organiser cette conférence pour justement réaffirmer la centralité du conflit palestinien, et que ça, c'était important, même si personne ne s'attendait à des avancées significatives à l'issue de cette conférence, et même certains sont assez critiques sur le fait qu'on se soit plié à certaines exigences israéliennes dans cette conférence. En tous les cas, le simple fait qu'elle se soit tenue a permis quand même que la France réaffirme que justement cette centralité ne devait pas être oubliée, et que le fait qu'on ne parle plus de ce conflit effectivement était beaucoup plus porteur d'incertitude et d'instabilité, et que ça c'était extrêmement dangereux, parce que aujourd'hui, si on interroge des Français dans la rue, les 3/4 vous diront que ce conflit finalement c'est un conflit qui aujourd'hui n'existe plus, on ne sait même plus très bien ce qui s'y passe, et qu'il y a d'autres conflits qui ont pris le pas sur ce conflit palestinien, alors qu'il est là encore, je le répète, central. Donc c'est vrai que nous considérons que le non-règlement de ce conflit est dramatique, et c'est pour ça qu'on a salué cette initiative française en étant conscient de toutes les limites de cette initiative. Mais le fait, en tous les cas, que ça a eu lieu était quand même un élément important, et que donc c'est quelque chose que l'on aborde dans ce document, estimant qu'il ne faut absolument pas l'oublier, et qu'on évoque les 4 possibilités, les 4 options qui sont aujourd'hui envisageables, qui sont sur la table, qui est le maintien de la situation actuelle, avec tout ce que ça implique de périodes de tension, d'instabilité qui peut arriver à un moment ou un autre. L'autre option, c'est l'État unique, dont on parle parfois, certains évoquent finalement, pourquoi pas aujourd'hui un État unique, même si on sait qu'évidemment ça n'est pas viable. L'État binational, qui était aussi une des options qui a été à un moment sur la table, et la solution à 2 États, l'État israélien-palestinien. Et dans quelles conditions aujourd'hui cette solution à 2 États est-elle encore même viable lorsque l'on regarde la situation sur le terrain? Merci. Oui, sur ce point d'ailleurs, on propose que la France reconnaisse effectivement l'État palestinien. Comme vous savez, il y a eu un débat, il y a eu d'ailleurs des motions aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat en ce sens, et nous proposons effectivement que la France prenne une décision dans ce domaine. On n'a pas l'air d'être très empressé. Voilà, mais enfin, il a beaucoup de sujets à traiter. S'agissant de la politique américaine, oui. Alors, comme on dit au Québec, c'est pas si pire. C'est-à-dire, en clair, ça aurait pu être pire. Manifestement, cette politique n'est pas encore calée. Elle n'est pas calée pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a des tensions extrêmement fortes au sein du pouvoir exécutif entre les proches collaborateurs de Trump, d'une part, et ce qu'on pourrait appeler l'establishment diplomatique et militaire. Aussi bien Rex Tillerson que Général Mattis sont plutôt dans la continuité de la politique américaine.
Donc un certain nombre... alors s'ajoute à ça naturellement les pulsions personnelles du président Trump, qui, comme vous le savez, pratique une diplomatie du tweet qui est parfois assez redoutable. Et sur la question palestinienne, le pire n'est pas arrivé, c'est-à-dire que manifestement, il n'y a pas de déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem. Lorsqu'il est passé en Israël, le président a été reçu sans beaucoup de chaleur, et effectivement pour cette raison-là notamment, et parce qu'il a essayé de plaider pour une solution négociée, sérieuse, etc. Mais comme vous le savez, ça a tourné court. Sur la Syrie, il y a eu effectivement cette intervention ponctuelle. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de véritable stratégie encore sur la Syrie. Il y a cependant, vis-à-vis de Daesh et d'Al-Qaïda, manifestement une intensification des interventions militaires, aussi bien en Syrie, avec l'offensive de Raqqa, qui est effectivement encadrée, conseillée par des forces spéciales américaines, mais également au Yémen, où il y a eu plusieurs interventions qui ont d'ailleurs été, certaines d'entre elles ont été des fiascos. Donc on a l'impression d'une intensification sans que, à l'évidence, les États-Unis envisagent d'envoyer des troupes au sol. Je pense que ça me paraît toujours exclu. S'agissant de l'Iran, là, les choses ne sont pas encore très claires. Alors, effectivement, l'accord nucléaire n'a pas été dénoncé, mais sa mise en pratique reste toujours difficile, essentiellement du fait des États-Unis. Mais surtout, ce qui est préoccupant, c'est que lors de son discours à Riyad, le président Trump a mis dans le même sac Al-Qaïda, Daesh, les frères musulmans et l'Iran, tous des terroristes. Alors, ceci a été suivi quelques jours ou quelques semaines plus tard par cette intervention assez brutale à l'initiative de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis contre le Qatar. L'impression que l'on a, c'est que Trump a donné son feu vert à cette initiative qui est non seulement une rupture des relations diplomatiques, mais un véritable embargo contre le Qatar. Alors cet embargo contre le Qatar s'explique par différentes raisons. Un des vieux règlements de compte, aussi bien avec l'Arabie saoudite qu'avec Abu Dhabi. Mais également, effectivement, une position un peu plus ouverte du Qatar vis-à-vis de l'Iran. Est-ce que... Et on a l'impression que Trump, dans ce discours de Riyad, prône le régime change en Iran. Mais est-ce qu'il va en tirer toutes les conséquences? Donc là, il reste un point d'interrogation. Donc tout ça n'est pas encore très clair. Et je pense qu'on va vivre encore avec une certaine incertitude. Et peut-être le développement d'un certain antagonisme, non seulement sur le climat, ce qui est hors de notre sujet, mais également sur certains dossiers du Moyen-Orient avec l'administration américaine. Je pense qu'on va avoir des relations avec les États-Unis assez difficiles dans les mois qui viennent. Merci. Avant de vous passer la parole, je voudrais poser une question à propos justement de cette question du Qatar, Arabie Saoudite. Trump a déclaré que l'Arabie Saoudite était fondée à avoir les relations désastreuses qu'elle a avec l'Iran. Il a soutenu la position saoudienne en imputant à l'Iran des responsabilités dans le terrorisme international, en oubliant complètement le rôle que peuvent jouer un certain nombre d'autres pays, notamment l'Arabie Saoudite, éventuellement le Qatar, Abu Dhabi et quelques autres, mais en oubliant surtout l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça traduit, à votre avis? Est-ce que ça traduit, disons, un engagement qui est probablement aussi un peu soutenu par Israël aux côtés de l'Arabie Saoudite contre l'Iran, ou est-ce que les Américains veulent sérieusement, avec des raisons, imputer un certain nombre d'actes de terrorisme à l'Iran? Je ne vois pas encore directement lesquels.
Il me semble qu'actuellement, le terrorisme dont souffre l'Europe, comme les États-Unis, comme les pays du Moyen-Orient, c'est un terrorisme sunnite. Il y a un pays qui, effectivement, peut s'ouvrir d'un terrorisme chiite, c'est Israël. Et c'est effectivement, je dirais, la position d'Israël, qui considère qu'il n'y a qu'un seul terroriste, c'est l'Iran. Via le Hezbollah, etc. Mais c'est un terroriste qui, pour l'instant, est assez limité en termes d'action. Hein. Voilà, c'est effectivement de très basse intensité. Voilà. Alors, s'agissant de la responsabilité de l'Arabie Saoudite, là, il se trouve que je reviens d'un séjour en Arabie Saoudite. Ce qui est clair, c'est que Daesh a déclaré la guerre à la famille des Saouds, très clairement. Deuxièmement, il est clair que l'Arabie Saoudite a mis en place un système de lutte contre le terrorisme assez rude, un contrôle des flux financiers extrêmement cadré, y compris avec des conseillers américains qui sont installés dans les différentes banques saoudiennes. Mais il n'empêche que le salafisme mode wahhabite, tel qu'il est propagé par l'Arabie saoudite à travers l'ensemble du monde musulman et même non musulman, même je dirais dans les communautés musulmanes des pays occidentaux, c'est une idéologie foncièrement anti-occidentale, c'est une idéologie extrêmement agressive, avec un islam de combat. Donc, ce qui peut effectivement servir, qui peut nourrir les apprentis, qui peut nourrir des terroristes en herbe. Merci. Oui, ce qui est assez surprenant dans cette affaire entre l'Arabie saoudite et le Qatar, c'est que les Américains avaient, enfin Trump en tous les cas, souhaité mettre en place un espèce de front sunnite avec Israël pour lutter contre le terrorisme. Et avec cette opération, ou en tous les cas cette guerre déclarée entre l'Arabie saoudite et le Qatar, ce front sunnite a complètement volé en éclats. Et dans la presse arabe, il y a des articles très méchants contre Hasmi Bishara, vous savez, qui est ce citoyen israélien palestinien, qui a un centre de recherche au Qatar et qui est accusé d'être un suppôt d'Israël. Et donc tout se mélange aujourd'hui dans cette perception de cette situation entre qui et qui fait quoi. Et en tous les cas, ce projet de grand front sunnite que les Américains ou que Trump voulait mettre en place avec le continuum jusqu'en Israël pour lutter contre le terrorisme, ce front sunnite, là, aujourd'hui, évidemment, se retrouve complètement mis en cause par cette guerre. Donc, quelle est la logique qui a poussé les Saoudiens à faire cela? Alors, moi, je pense que ce sont beaucoup plus les Émirats qui sont à la manœuvre dans cette affaire que les Saoudiens à proprement parler, et que les Émirats, là, ont vraiment, et en particulier le jeune prince héritier, qui est très, très anti-frères musulmans et qui a réussi à pousser les Saoudiens à se lancer dans cette guerre contre les frères musulmans, qui est beaucoup plus, à mon avis, à l'origine de cette guerre aujourd'hui ou de ce conflit que la question finalement iranienne. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien pourquoi les Américains, à ce moment-là, enfin Trump, en allant à Riyad, remet en question, en donnant une espèce de blanc-seing aux Saoudiens et aux Émiratis de se lancer dans cette guerre contre le Qatar, à un moment où on avait le sentiment qu'il voulait plutôt constituer ce front uni sunnite avec Israël pour lutter contre le terrorisme. Donc là, on a encore beaucoup d'interrogations. En tous les cas, je n'ai pas tous les éléments qui permettent d'y voir un peu plus clair sur la raison pour laquelle cette opération a été lancée de la sorte. Merci. Maintenant, la parole est à vous. Je suppose qu'il y a un second micro pour que vous puissiez parler. C'est important que vous l'ayez parce que si vos questions viennent, elles doivent être enregistrées pour figurer sur notre film. Merci d'attendre le micro donc, pour poser vos questions. Monsieur. Ensuite, monsieur ici. Parmi les priorités du groupe Avicenne, j'ai compris qu'il y avait le Maghreb dans sa relation avec la France. Alors, le groupe a-t-il examiné un scénario d'une crise interne algérienne qui aura des conséquences, y compris pour la France, résultant à la fois de troubles de succession après la mort qui interviendra un jour du président algérien tout de même, et d'une situation économique
qui se complique vu la raréfaction des devises et la nécessité d'équilibrer les comptes et de ne pas s'endetter. Est-ce que donc vous avez dans vos travaux également sur les relations algéro-marocaines et ses conséquences sur la France, qu'est-ce que vous avez dit sur à la fois une aggravation possible en Algérie et les incidences des tensions algéro-marocaines ou le moyen de les réduire, qui serait évidemment dans l'intérêt de la France? Oui, effectivement, le Maghreb est, comme je le disais tout à l'heure, effectivement une priorité importante, je pense, pour la politique étrangère française. Politique qui est difficile à mener, compte tenu des accords qu'il y a entre les trois pays d'Afrique du Nord, et plus spécialement, naturellement, entre le Maroc et l'Algérie. Comme vous savez, la frontière est fermée, au plus grand profit d'ailleurs des contrebandiers de part et d'autre. Je pense que la politique s'agissant du Maroc est assez claire. C'est le soutien à la politique de réforme qui est menée par Mohamed VI, non sans difficulté, non sans problème, comme on l'avait eu tout récemment avec les incidents graves dans le Rif. S'agissant de l'Algérie, c'est certainement le pays le plus sensible et le plus important pour nous. La situation intérieure, l'ordre règne à l'évidence. L'ordre règne parce que on se souvient de la décennie noire, des années 90, des 150 000 victimes, du départ d'une bonne partie de l'élite algérienne vers la France, vers le Canada aussi, qui ne sont pas revenus, et qui a chaque famille a a sa victime. Donc on a l'impression que l'ordre règne, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des mouvements sociaux assez turbulents au quotidien, notamment depuis que il y a la baisse des prix du pétrole et que ce régime d'assistance généralisé à travers un certain nombre de subventions commence à être affecté. C'est-à-dire que le prix de l'essence les subventions pour l'essence ont été réduites, un certain nombre d'impôts ont été mis en place, d'où des problèmes. Il y a aussi également un chômage des jeunes considérable. On estime que presque 50% des jeunes en âge de travailler de moins de 30 ans sont sans emploi. Ceci étant, l'ordre règne et on a l'impression que le régime va survivre à lui-même. Manifestement, le président Bouteflika n'est plus aux commandes. Il y a des tensions, pour ne pas dire des affrontements internes très forts, même au sein de l'armée, parce que le ministre de la Défense, ou plutôt le ministre de la Défense, c'est le président qui est le ministre de la Défense, Gaël Salah est contesté, mais est un des candidats possibles. Il y a aussi beaucoup de candidats civils. On a l'impression que le jeu n'est pas encore fait. S'agissant de la politique de la France, je dirais, pour faire simple, le moins on s'occupe de l'Algérie, mieux on se porte. Car nos amis algériens croient que c'est nous qui sommes en train de choisir le nouveau président algérien. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons sur l'Algérie est commenté. Tout ce que notre ambassadeur, qui est appelé d'ailleurs à de nouvelles et importantes fonctions, fait, dit ou ne dit pas, est commenté en général de façon désagréable. On nous accuse d'ingérence au quotidien dans la vie politique algérienne, alors qu'effectivement, je dirais, nous sommes d'une grande prudence. Mais le simple fait, par exemple, que le journal Le Monde est sorti des Panama Papers dans lesquels le président Bouteflika est impliqué, est considéré comme ayant été validé par le gouvernement français. Le Monde, c'est le gouvernement français.
Voilà. Et ça, c'est très difficile de faire passer le message que ce que souhaite la France, c'est naturellement la stabilité de l'Algérie. C'est ce qui, je dirais, c'est l'objectif majeur. Voilà. Alors, je ne sais pas très bien ce que va faire le président Macron. Je suis sûr que le fait qu'il soit allé, même si c'est une visite personnelle, d'abord au Maroc, va susciter des crispations à l'Algérie. À tous les coups. À tous les coups, on va avoir des commentaires désagréables. Donc, ça ne va pas très bien commencer avec l'Algérie. Mais enfin, je pense qu'il y aura tout de même un deuxième pas qui sera fait pour essayer, je dirais, de calmer cette espèce de relation à fleur de peau que nos amis algériens ont avec nous. Oui, pour répondre aussi à votre question, dans ce rapport, on propose évidemment une relance de cette politique méditerranéenne qui a fait elle aussi couler beaucoup d'encre avec l'Union pour la Méditerranée. Donc l'idée que l'on a, c'est de se dire que ces mécanismes tels qu'ils avaient été mis en place, évidemment aujourd'hui ne peut plus fonctionner, ne fonctionnent plus, et qu'il faut peut-être avoir une proposition plus modeste dans un premier temps, en se basant sur ce qu'on appelle le 5+5. Vous savez, cet organisme ou cette initiative qui regroupe les 5 pays sud de l'Europe et les 5 pays de la Méditerranée, donc Algérie, Maroc, Tunisie, Libye et Malte. Et donc de s'appuyer sur cette enceinte informelle, ou enfin qui est un peu plus qu'informelle, mais qui fonctionne quand même relativement bien, puisqu'il y a régulièrement des réunions de ministres dans différents domaines du 5+5, que ce soit affaires étrangères, que ce soit défense, que ce soit ministère de l'Intérieur, que ce soit santé. Et donc cette instance du 5+5 est une instance qui fonctionne pas trop mal. Et donc plutôt que d'imaginer à nouveau un grand mécanisme qui inclurait l'ensemble des pays comme on l'avait fait avec l'UPM par exemple, peut-être de continuer à travailler dans le cadre de cette enceinte 5+5, éventuellement en ajoutant d'ailleurs l'Égypte, parce que l'Égypte plusieurs fois a fait passer des messages sur lesquels elle s'étonnait de ne pas faire partie de ce 5+5, mais c'est toujours la question de l'Égypte. Est-ce que l'Égypte fait partie du Maghreb? Non, elle est à la jonction entre les deux, mais c'est vrai que l'Égypte souhaiterait être associée, ou en tous les cas à un moment l'Égypte souhaitait éventuellement être associée à cet exercice, et donc pourquoi pas partir de ce 5+5 éventuellement en associant l'Égypte, et pourquoi pas la Grèce côté européen, pour toujours garder cet équilibre du même nombre de pays sur les deux rives de la Méditerranée. Donc voilà, une des propositions en tous les cas à laquelle on a réfléchi, c'est de se dire peut-on continuer à travailler à partir de cette enceinte qui permet encore aujourd'hui, justement au Maroc et à l'Algérie, de se retrouver dans la même enceinte pour discuter de sujets précis. Donc ça peut être une des façons de contribuer à l'amélioration des relations entre l'Algérie et le Maroc, soyons modestes bien évidemment, mais en tous les cas c'est une enceinte dans laquelle c'est possible et les ministres de ces deux pays se retrouvent. Donc ça fait partie de ces propositions dans ce rapport de se dire pourquoi pas continuer à travailler à partir de cette enceinte qui arrive quand même à faire des petits pas. Ils sont peut-être limités, mais ces petits pas existent. Et il n'y a pas tant d'instances aujourd'hui qui permettent cela pour qu'on ne s'y intéresse pas. L'UPM est complètement mort. Il y a le secrétariat, si vous voulez, à Barcelone qui travaille. C'est-à-dire que l'objectif de ce secrétariat, c'est de... Oui, on pourra donner la parole à quelqu'un ici dans la salle qui pourra en dire un peu plus. Mais le secrétariat fonctionne à Barcelone avec un secrétaire général, Fathallah Sejilmassi, qui est le secrétaire général de cette UPM. Et cette UPM, alors moi je vais être peut-être un peu méchante, mais Nicolas, tu pourras prendre la parole ensuite, label des projets. Donc c'est sa fonction majeure, essentielle, c'est de labelliser des projets. Mais c'est une instance, ce secrétariat n'a pas beaucoup de moyens et donc il organise des réunions régulièrement avec la société civile autour de projets qui pourraient justement permettre une intégration régionale. Je vais peut-être m'arrêter là et laisser Nicolas, peut-être si tu peux dire un mot. Moi, c'est vrai que je suis un peu réservée sur ce que fait aujourd'hui ce secrétariat de l'Union pour la Méditerranée. Oui, mais effectivement, j'entends. Je crois qu'il faut peut-être dire qui est Nicolas. Alors, Nicolas Gallet, ancien ambassadeur en Égypte, est chargé de suivre à la fois le processus de l'Union pour la Méditerranée et le 5+5. Il est en quelque sorte le Sherpa pour ces deux instances. Voilà. Merci. Oui. Alors, sur le 5+5, une toute petite précision sur les membres.
Donc c'est Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye pour les pays du Sud, et Malte, se considérant à juste titre comme un pays européen, fait partie des 5 de la rive sud de l'Europe, donc qui sont Portugal, qui n'est pas vraiment méditerranéen, mais sur le plan géographique, mais certainement sur le plan culturel et politique, l'Espagne, la France, l'Italie et donc la République de Malte. Alors c'est vrai que c'est un petit groupe qui est peu connu, qui a peut-être est-ce une raison de son succès, qui n'a pas de structure, il n'y a pas de secrétariat, il n'y a pas de fonctionnaires qui suivent le 5+5. C'est le pays où les 2 pays présidents, en ce moment la France et l'Algérie, qui gèrent le groupe, imaginé par le président Mitterrand dans les années 90, pour effectivement trouver un endroit où les Algériens et les Marocains pourraient se retrouver pour parler de sujets au départ politiques, mais je vais le dire juste après, ça s'est étendu à bien d'autres sujets. En dehors de leur seule relation conflictuelle sur la question du Sahara. Et ça a effectivement tellement bien marché que depuis 25 ans que ça existe, il y a le 5+5 des ministres des Affaires étrangères, mais il y a eu 2 sommets, l'un à Malte et l'autre à Tunis. Tunis, je crois que c'était 2003, et Malte assez récemment, c'était en 2012. Et puis surtout une extension du format à une quinzaine maintenant de secteurs. Il y a des 5+5 des ministres de l'Éducation, de la Défense, de l'Intérieur, de la Recherche, de la Culture récemment à Tunis. Donc c'est un petit groupe qui marche bien, qui ne cherche pas à avoir des délivrables, comme on dit. On ne cherche pas à avoir nécessairement à la fin d'une réunion de grandes annonces et de grands projets, mais qui permet de maintenir le contact entre des pays qui incontestablement ont par l'histoire, par le fait que malgré tout le modèle administratif est quand même très largement influencé par la période de la colonisation et donc par la France, par le fait que tout ça se passe en français, ce qui n'est pas désagréable, fonctionne très bien. Alors l'extension à l'Égypte et à la Grèce, 6+6, ça ferait. D'ailleurs, ils ne sont plus demandeurs ni l'un ni l'autre, mais enfin, à l'époque où ils l'étaient, se heurtaient à beaucoup d'objections, et en particulier des pays d'Afrique du Nord, qui voyaient bien que l'Égypte, avec son poids et son influence, leur ferait de l'ombre. Et puis, comme tu le disais, Agnès, l'Égypte, bon, la Grèce, c'est un autre sujet. Nous sommes tous un peu grecs dans nos origines, par définition, en Europe, mais l'Égypte n'est pas vraiment dans la logique des problématiques de la Méditerranée occidentale. Et encore une fois, son arrivée n'aurait probablement pas facilité les choses. Donc pour le 5+5, tout à fait d'accord avec l'idée que c'est un format qui doit être cultivé, mais enfin qui marche bien tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer les gens à venir. Ce sont même les États membres qui proposent des nouveaux sujets. J'ai cité la Tunisie tout à l'heure, qui a organisé en février le premier 5+5 culture. Les Marocains vont proposer un 5+5 santé. Enfin, tout ça se porte bien, sans faire la une des journaux, mais c'est pas pour ça que ça n'est pas utile. Je dirais pas que c'est l'inverse, mais disons que c'est pas lié. Alors l'Union pour la Méditerranée, alors la notion d'être complètement ou totalement mort, je ne fais pas bien la différence. Je pense que c'est comme la grossesse, on l'est ou on l'est pas. Et dans le cas de l'Union pour la Méditerranée, elle n'est pas du tout morte. Pour faire un plan Sciences Po un peu caricatural, je dirais qu'elle n'a pas donné les résultats qu'on en attendait, mais qu'elle en a donné d'autres. Alors effectivement, l'idée de faire une organisation politique où on parlerait des grandes crises, le conflit israélo-palestinien, la Libye, sont venus ensuite la Syrie. Cette idée n'a pas prospéré, ça c'est clair. C'est pas là que ça se passe, et il y a toutes sortes de bonnes raisons pour que ce soit pas là que ça se passe. Sans parler d'ailleurs d'autres conflits, Chypre, Grèce, Turquie. Pourquoi ? Pour toutes sortes de raisons, mais notamment parce que la plupart de ces conflits ont des cadres de négociation ad hoc, souvent très anciens, puisque certains de ces conflits sont très anciens, et l'Union pour la Méditerranée n'aurait pas la légitimité pour s'en occuper. En revanche, l'Union pour la Méditerranée, effectivement, labellise des projets de coopération, mais n'ayant pas beaucoup de moyens, le label est donné assez facilement, puisqu'elle ne coûte pas d'argent aux États qui l'accordent. Mais enfin, il y a quand même une expertise technique qui est faite assez sérieusement par le secrétariat à Barcelone. Et puis, ce qu'elle a développé, et qui n'est effectivement pas nécessairement dans la feuille de route au départ, c'est toutes ces activités de réunion de société civile, auxquelles d'ailleurs les représentants des États, donc moi pour la France, ne participons pas, parce que c'est justement l'idée qu'il n'y ait pas de représentants des États, mais qui, dans cette période probablement assez longue, où les relations entre les différentes composantes de la Méditerranée, puisque là on a toute la Méditerranée, 43 membres, dont la Syrie est suspendue, dans la mesure où les relations entre ces pays sont probablement assez durablement compliquées,
ce sont des réunions qui permettent de maintenir les liens entre... alors c'est très variable, il y a beaucoup de réunions qui sont faites sur le thème femmes et gouvernance et women empowerment, donner le pouvoir aux femmes. Et ça se passe très bien, et c'est un sujet qui est utile notamment au Sud, mais pas seulement. En matière de développement de l'entrepreneuriat, en matière de formation professionnelle. Et encore une fois, dans un moment où la priorité, c'est les crises et c'est l'immédiat, je pense que ce qui se fait dans ce cercle est très utile pour l'avenir, pour le jour, espérons proche, où des relations plus normales pourront se développer entre les deux rives, ou entre les membres des deux rives, et en particulier au sud, puisque l'un des grands problèmes sur la rive sud, c'est la faiblesse des relations économiques, la difficulté des relations politiques pour certains pays, et surtout la faiblesse des relations économiques. Les pays du Sud ont essentiellement des relations économiques et commerciales avec le Nord, essentiellement sur un plan bilatéral, et ont beaucoup de mal à s'inscrire dans une logique multilatérale entre eux. Je n'insisterai pas sur l'Union pour le Maghreb arabe, ou sur laquelle la distinction entre complètement et intégralement mort pourrait d'ailleurs prendre une certaine réalité, mais le fait que cette UMA qui a été créée en 88 ne soit pas un acteur crédible et réel montre bien que la grande difficulté, c'est aussi beaucoup les relations entre pays du Sud face à une Europe qui, elle, à l'inverse, est peut-être hyper intégrée ou trop intégrée aux yeux de certains. Il y avait donc deux situations complètement inversées au Nord et au Sud. Voilà. Merci beaucoup pour ce bulletin de santé très complet et très diplomatique de l'UPM. Il y avait une question ici, monsieur en gris d'abord, ensuite le monsieur qui est devant lui. Moi, je voudrais revenir brièvement sur une notion qui a été évoquée tout à l'heure sur la centralité du problème israélo-palestinien. J'avais beaucoup de regrets, je crains qu'on ne se paye de mots et que ce soit véritablement un conflit qui ne soit pas à la une de l'actualité. Et je pense que c'est un conflit qui est enquisté dans son dialogue, et qui, je ne vois pas on n'est plus à l'époque de Nasser ou de Khrouchtchev. Je ne vois pas dans quelles conditions il peut déborder, alors que partout dans le monde arabe, on a des échos de complicité des dirigeants à l'égard d'Israël. Donc, moi, je crois qu'on en a pour un bon bout de temps dans cette situation-là, et peut-être que dans 300 ans, on en parlera encore, comme les Arabes parlent de l'Andalousie. Il y avait une question. Monsieur, devant. Il y avait d'abord la dame. D'accord. Oui, je ne suis pas du tout d'accord, pas toujours avec ce que vous dites. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 20 octobre 2011 à Damas? Je vais souvent au Moyen-Orient. J'ai fait mes études à Beyrouth et à Damas. Bon. Et le 20 octobre 2011, il y avait 2 millions de gens dans les rues de Damas, près d'1 million à Alep, 500 000 à Deir ez-Zor pour soutenir Bachar. Tout le monde avait compris que l'Occident, et surtout Israël et ses amis, voulaient faire exploser le monde arabe. Il y a quand même cet enregistrement de M. Strauss-Kahn, qui était le grand monsieur à l'époque, qui dit « Il nous faut la Turquie dans l'Europe, comme ça on la tient. On fait aussitôt l'indépendance du Kurdistan et surtout, il faut empêcher la Turquie de se ressouder avec le monde arabe, car il faut faire exploser le monde arabe. » Ceci dit, j'ai des amis à Alep. Ils sont quand même très étonnés parce que les rebelles ne parlent même pas l'arabe du coin. C'est comme si... Alors, je connaissais le vieil émir du Qatar et on les a manipulés, bien entendu. Je tiens quand même à vous rappeler que le Qatar a été fabriqué en 71 et que tout l'argent doit passer par la City de Londres. Quand M. Cameron a décidé quelque chose, il faut le faire. Bien. Et le vieil émir est mort, et là c'est son fils qui est un béni oui-oui. Bon, est-ce que je peux vous demander si vous avez une et question, puis madame? Là, vous faites un le exposé. problème, c'est que l'émir du Qatar avait fait faire une... Et il a dit en passant à l'ambassadeur,
Vous savez, faites attention, vous voulez faire tomber la Syrie, mais je vous préviens que j'ai fait faire une étude et que plus de 60% des Syriens sont pour Bachar. Et que Bachar a tenu... Pour l'instant, Bachar, plus de 60% des Syriens sont dehors. Et là, l'OTAN, ben moi, quand vous avez la guerre, vous foutez le camp. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la guerre, les gens du Nord prenaient n'importe quoi, leurs valises, pour descendre dans le sud. Est-ce que vous avez une question, madame? Oui, je voudrais savoir si on ne se rend pas compte, si on continue ces guerres coloniales, et la responsabilité que nous avons dans ce chaos. Oui. Oui, bon. Bonsoir. Bonsoir. C'est bien que vous ayez, notamment Dorothée Schmitt, et que vous ayez cité aujourd'hui l'Empire ottoman, la Turquie, très peu d'ailleurs, parce qu'en 2007, sur le dossier israélo-palestinien, la Turquie, l'Empire ottoman n'était pas du tout cité. J'avais écrit aux gens que je connaissais dans ce groupe, d'ailleurs, pour leur dire que c'est dommage, parce qu'à cette époque-là, la Turquie avait des bonnes relations avec toutes les parties palestiniennes, des deux côtés d'ailleurs, et avec les Israéliens, le gouvernement israélien. Alors, là aussi, il faut rappeler que la France, par Fabius, a empêché l'Iran de venir à Genève pendant pas mal de temps. Ça a fallu que les Russes insistent pour qu'ils viennent à Astana et puis qu'ils soient peut-être dans l'arrière-cour à Genève. Et vous proposez, vous, surtout, que ce soit l'Allemagne qui soit en partenariat avec la France. Or, l'Allemagne, on sait qu'elle a des problèmes de timidité, vu son histoire et certains rôles qui n'est pas décisif. Mais je pense que le rôle le plus décisif dans la gestion du problème israélo-palestinien, c'est le rôle des Britanniques par la déclaration Balfour, dont on va fêter bientôt les 100 ans, le centenaire. Ah, pour la Syrie. Oui. D'accord, mais bon, je crois aussi que l'ensemble des problèmes sont tous liés, qu'il faudra les résoudre dans un truc. Et aussi, il faut rappeler l'importance du pétrole et du gaz, vous n'avez pas cité. Dans les 5 ou 7 articles que j'ai lus sur Qatar depuis 4-5 jours, j'ai jamais vu rappeler que le Qatar, maintenant, est un actionnaire important de Gazprom. Et que donc, il y a une alliance stratégique assez forte entre la Russie et le Qatar, très gros producteur et de l'Iran. Donc, ceci, à mon avis... Il est actionnaire de Total également. Oui, ça, je sais, hein. Mais ça veut dire qu'il y a un accord régional sur la gestion du gaz à long terme, parce que le gaz, c'est toujours à long terme. Les investissements, les amortis sur 15 ou 20 ans. Ma question, c'est justement si on doit entrer l'Angleterre, est-ce que dans votre rapport, vous suggérez, comme l'ont fait certains Britanniques, notamment Jane Corbyn, qui a fait qu'on amène Bush et Blair et Bush dans un tribunal international à cause de leur guerre illégale de 2003, qui me semble un point fondamental pour démarrer un processus de paix juste et global au Moyen-Orient. C'est déjà 2 questions auxquelles nous pouvons commencer à répondre, peut-être. Ah oui. Oui, peut-être pour rebondir sur la dernière question. D'abord l'Allemagne. Effectivement, l'Allemagne est discrète, mais a une véritable politique au Moyen-Orient en utilisant des moyens considérables. D'une part, à travers les fameuses fondations que j'évoquais tout à l'heure, qui ont en particulier des programmes d'invitation de personnalités d'influence, des programmes très généreux, beaucoup plus généreux que les nôtres. Et d'autre part, à travers une aide financière dans le domaine humanitaire, en particulier en Irak, dans le domaine de la formation et dans le domaine, d'une façon générale, de l'aide au développement. Donc l'Allemagne je dirais, un potentiel financier, développe un potentiel financier très important sur cette zone. S'agissant effectivement de la question palestinienne, il est clair que les Allemands sont un peu paralysés. Leur marge de manœuvre est extrêmement faible parce que dès qu'ils insistent un peu trop, on leur renvoie à la figure, la Shoah, etc. Donc il est sûr que sur la question palestinienne, les Allemands ne sont pas très, très opérationnels. S'agissant de la Grande-Bretagne, très souvent, moi j'ai des souvenirs de discussions avec mes homologues britanniques, très souvent, nous sommes tout à fait d'accord, à la fois sur le constat, sur le diagnostic et sur ce qu'il faudrait faire. Mais le problème, c'est que sur le plan politique, quel que soit le gouvernement, les Britanniques ne font rien sans l'aval des États-Unis.
Alors, peut-être que les récents événements vont modifier un petit peu les choses, mais j'en doute. Le tropisme transatlantique des Britanniques est tel que même si leurs intérêts seraient de prendre des positions proches des nôtres, ils ne peuvent pas, parce que dès que les États-Unis haussent les sourcils, ils s'écrasent, si j'ose dire. Et l'exemple le plus frappant, naturellement, ça a été Blair, ça lui a coûté d'ailleurs sa carrière politique. Sur la Syrie, c'était plus un commentaire qu'une... Je voudrais simplement dire, c'est que le soulèvement en Syrie est parti d'une population qui avait simplement envie de s'exprimer et que je pense qu'on ne peut pas remettre en question le soulèvement populaire qui s'est déroulé en Syrie. Mais je ne vais pas rentrer dans une polémique, je voulais juste rappeler ça. Non, on arrête. Je ne dis juste ça parce que pour moi, c'est essentiel de rappeler que le soulèvement en Syrie est parti d'une manifestation pacifique d'une population qui voulait autre chose. Voilà, mais je pense que ça suffira pour ce soir. Oui, deux petites questions. Bonjour. Plutôt bonsoir. Est-ce que M. Netanyahou ne serait-il pas tenté, puisque ça le démange depuis un certain temps, d'attaquer l'Iran pour rajouter le chaos au chaos et faire repousser un petit peu la question palestinienne? Et deuxième question, vous avez parlé tout à l'heure de contrôle des réseaux terroristes par les Saoudiens et les Américains, notamment les voies de financement. Mais comment vous expliquez l'existence quotidienne de ces prédicateurs qui diffusent sur les chaînes satellitaires la haine des Juifs et des Occidentaux? Là, vraiment, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on est en train de filtrer les mouches et avaler les chameaux. Une très belle expression, je vais retenir ça. Oui, et sur la première question... il y a, pour Israël, et en particulier pour Netanyahou, l'Iran représente, pour reprendre les termes utilisés en Israël, la menace existentielle. Voilà. Il n'y a plus de menace palestinienne. Les Palestiniens, c'est un conflit de basse intensité. Je dirais, à la limite, ça n'intéresse plus le gouvernement israélien. Non, le problème, c'est la menace existentielle représentée par l'Iran. À plusieurs raisons, effectivement, il y a eu des bruits de bottes, déjà depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans. Je pense que aussi bien les militaires israéliens que les militaires américains ont toujours été très réservés sur une telle intervention qui serait techniquement complexe et qui ne pourrait avoir que des résultats tout à fait limités compte tenu du nombre de sites nucléaires qui existent, où il y a une activité dans le domaine de l'industrie nucléaire en Iran. Donc je pense qu'à chaque fois le président des États-Unis disait, d'ailleurs Netanyahou, que l'option est sur la table. Mais c'est une expression qui cachait en fait une certaine prudence. Ceci étant, ça peut arriver. De toute façon, pour l'instant, normalement, je dirais l'enrichissement d'uranium en Iran est sous contrôle. Mais bon, enfin, tout peut arriver, en particulier au Moyen-Orient. S'agissant de... Oui, la dernière... Ah oui, alors, effectivement, il y a d'une part la question des financements de groupuscules suspects, voire plus que suspects. Moi, je donnais le témoignage que sur l'Arabie Saoudite. Mais il est probable que ce n'est pas tout à fait le cas dans d'autres pays du Golfe, où les contrôles sont manifestement moins stricts pour l'instant, malgré une vigilance américaine. Alors, s'agissant des chaînes religieuses du pays du Golfe, notamment des chaînes saoudiennes, qui sont vues dans l'ensemble, non seulement des pays arabes, mais des pays musulmans, il est sûr que ces chaînes religieuses propagent le wahhabisme, c'est clair. Et donc, avec tout ce qui s'accompagne, ce que vous disiez, la haine des Juifs, la haine de l'Occident, la haine des Américains aussi, d'ailleurs, enfin, plus spécialement. Ceci étant, je pense que cette diplomatie religieuse qui a été évoquée récemment dans
dans un livre très, très critique de Pierre Conessa, cette diplomatie religieuse est un peu inhérente à l'Arabie saoudite, dans la mesure où c'est un pays qui a été fondé, je dirais, au XVIIIe siècle sur la base d'une alliance entre un religieux, Abdel Wahab, dont les descendants existent toujours, et qui le mufti du royaume est un cheikh, c'est-à-dire un descendant d'Abdel Wahab, et d'autre part, effectivement, la famille Saoud. Yes. Ce que je voudrais juste ajouter là-dessus, c'est que dans le rapport, justement, on insiste sur le fait que la France dispose de certains outils, même si ce ne sont pas des outils étatiques, mais on parle par exemple de France 24, cette chaîne de télévision qui émet en français, en anglais, en arabe, et de se dire qu'il est très important que la France, même s'il ne s'agit pas d'une chaîne étatique, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça n'est pas la voix de la France, mais c'est important que la France ait aussi une chaîne de télévision qui émette en arabe, qui permet justement de traiter de l'actualité comme nous la traitons ici, et qui accroît l'offre que l'on peut présenter aux téléspectateurs de cette région. Et donc ça, c'est aussi tout un élément qu'on développe dans ce rapport sur la capacité que l'on a des outils dont on dispose et qui sont importants. Une question ici. Je vais peut-être me lever. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, ma question est à propos de la place de la France dans le Golfe arabo-persique. Vous avez parlé des antagonismes entre l'Iran et l'Arabie saoudite, du fameux discours de Riyad du président Trump. Ma question, du coup, c'est... la France cherche à développer des relations économiques avec l'Iran, qui d'ailleurs combat le terrorisme, notamment en Irak, le terrorisme de l'État islamique. Et du coup, je me demandais si vous pensez qu'il est possible pour la France de développer une relation forte, à la fois au niveau économique du combat dans le terrorisme avec l'Iran, sans remettre en question les excellentes relations que nous avons, notamment avec les Émirats. Oui, c'est ça. Notamment compte tenu des divisions qu'on peut voir en interne à Dubaï, notamment avec le chef de la police qui avait déclaré en 2015 qu'il était favorable à l'intégration même de l'Iran dans le GCC. Merci beaucoup. Peut-être première remarque, s'agissant des pays du Golfe, c'est une région d'où nous étions totalement absents jusqu'à une date récente. C'était une région totalement contrôlée par les Britanniques. Il se trouve que j'étais en poste au Moyen-Orient à la fin des années 60. J'avais fait un voyage au Qatar, à Abu Dhabi, etc. Et je n'avais pu voir que le political agent britannique, un diplomate très sympathique, 35 ans. J'avais vu aucun autochtone. C'était pas possible. Et le political agent, c'était lui le patron. Et il n'y avait pas une firme française, naturellement, dans ces pays. Et lorsque ces différents Émirats ont obtenu l'indépendance dans les années 70, progressivement et très vite, des ambassades ont été créées dans tous les pays. Il y a un de nos anciens diplomates qui s'appelait Paul Carton, qui a joué un rôle essentiel en nouant des relations personnelles avec tous ces émirs. C'est un parfait arabisant. Et donc, nous avons été présents dans le Golfe, et nous sommes présents dans le Golfe, y compris dans les domaines très sensibles, qui est la coopération militaire, qui est également le domaine pétrolier. Voilà un premier point qui me paraît important. Et je pense que notre position, qui était égale à 0, est maintenant une position importante, y compris en termes politiques, avec 2 points d'ancrage essentiels, effectivement, le Qatar d'un côté et Abu Dhabi de l'autre. Plus effectivement des relations avec l'Arabie saoudite qui sont actuellement plutôt... un certain malaise, si j'ose dire, après le fameux voyage de Trump. Parce qu'on se demande qu'est-ce qui reste aux autres. Une fois que les Saoudiens ont conclu pour 380 milliards de dollars de contrats, qu'est-ce qui va rester aux autres. Alors, s'agissant de l'Iran, je pense qu'après, comme vous le savez, on a eu une position plutôt parmi les plus dures. Enfin, en particulier, M. Fabius a remis en cause un accord qui était presque acquis, et donc puis finalement l'accord est intervenu. Mais depuis lors, j'ai l'impression que les relations se développent plutôt bien, et simplement avec la limite que
compte tenu des incertitudes qui existent dans la levée des sanctions, les banques françaises, mais d'une façon générale les banques européennes, très échaudées par les 9 milliards de pénalités décidées par le Trésor américain contre la BNP, les banques sont très prudentes dans les financements accordés. Donc il y a un certain nombre de contrats tout de même importants qui ont été conclus, notamment pour Airbus. Et de même, Peugeot et Renault ont repris pied, qui avaient des installations déjà importantes, qui représentaient une part importante du marché automobile iranien, ont repris pied. Mais je pense que nous entendons naturellement développer en parallèle nos relations économiques avec l'Iran et nos relations avec les pays du Golfe. Bonjour, Omar Akra, auteur du journal sur le web printemps-des-arabes.com. Ma question, c'était après la rencontre de M. Macron avec le président russe Poutine, je me demande s'il n'a pas placé la barre très haute en ce qui concerne la ligne rouge d'intervention en Syrie, qui est conditionnée par l'utilisation des armes chimiques. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les Américains, ils se contentent de combattre Daesh en Syrie, pendant que le régime syrien profite de ce temps mort pour affaiblir les révolutionnaires syriens, que ce soit à Daraa et que ce soit les projets d'intervention à Idlib aussi. Ce que je crois, c'est que les Américains ne s'intéressent pas à la Syrie. Les Américains s'intéressent à la lutte contre Daesh, ça c'est clair, mais les Américains ne veulent surtout pas s'impliquer en Syrie. Et les Américains n'ont eu de cesse que de démontrer que leur priorité numéro 1, c'était l'Irak et absolument pas la Syrie. Ils ont été rattrapés par l'évolution sur place avec la création de Daesh et le fait que Daesh mène des opérations. Et donc, ils sont intervenus en Syrie pour lutter contre Daesh. Mais je ne crois pas, moi, que les Américains ont un intérêt particulier en Syrie et ils veulent le moins possible mettre les pieds sur ce dossier. Donc, ils interviennent aujourd'hui pour lutter contre Daesh et du coup, ils aident les Kurdes aujourd'hui, les forces démocratiques syriennes, dans la reprise de Raqqa, parce que là, on est vraiment dans la logique de la lutte contre Daesh. Donc, il me semble clair, en tous les cas, moi, je ne vois pas les Américains s'impliquer sur Macron. Macron, il a repris la logique de la position française qui est de dire pas d'utilisation d'armes chimiques. Alors là, ça me renvoie. Je peux que vous conseiller de revoir une émission qui a eu lieu la semaine dernière sur Mediapart où on a parlé justement de la question des armes chimiques en Syrie. Une émission d'1 heure dans laquelle on a vraiment eu le temps de débattre de cette question. C'est vrai que les armes chimiques, c'est une arme qui fait peur à tout le monde et donc qui est une ligne rouge qui est évoquée par un certain nombre de responsables. Et donc, comme récemment, la Syrie, enfin le gouvernement syrien a utilisé à nouveau ces armes chimiques, il y a eu une réaction très forte, on l'a vu avec la réaction de Trump, et que Macron, évidemment, est allé dans le même sens, parce que les armes chimiques, c'est absolument inacceptable. Donc ça a été réaffirmé de façon claire et nette. Mais c'est très bien, il faut évidemment lutter contre les armes chimiques, mais il ne faut pas que ce soit l'occasion pour continuer à utiliser d'autres armes qui tuent encore plus que les armes chimiques. Donc il faut sortir de cette logique, même si, évidemment, de lutter contre les armes chimiques ne peut être que souhaitable et qu'il faut absolument obtenir que ces armes n'existent plus. Mais il ne faut pas que ce soit, du coup, en laissant les autres armes être utilisées sans que ça ne suscite la moindre réaction. Oui, justement, à propos de cette histoire de priorité entre Daesh et Bachar el-Assad ou de faire ça communément, je me souviens, il y a 2 ans, sur C-SPAN, la chaîne un peu l'équivalent de Public Sénat aux États-Unis, il passait intégralement des auditions au Sénat. Et il y a le chef des Joint Chiefs of Staff, le chef de l'état-major général des armées des États-Unis, et l'un des plus grands diplomates américains, ex-ambassadeurs, dont j'oublie le nom, en Syrie, qui tous les deux ont défendu la position de la France en disant la seule solution logique et le seul truc, c'est de combattre simultanément Daesh et Bachar el-Assad, sans nécessairement aller militaire, mais quels que soient les moyens qu'on utilise, de ne pas privilégier l'un sur l'autre. Donc la logique de la position française, elle est bonne. La France n'a pas ses moyens seuls. Et eux-mêmes ont été balayés après par des tas d'autres témoins qui sont venus témoigner que non, etc.
Donc, il se pose ce problème. C'est pas vrai que établir une priorité que Daesh avance, c'est une position plus logique ou c'est du mauvais réalisme, c'est tout. L'autre question, c'est est-ce que c'est une solution tenable de combattre les deux à la fois? C'est ça. Vu les moyens qu'on met à combattre juste Daesh. Non, en tout cas, je suis d'accord. Peut-être pas avec les mêmes moyens, mais ne pas sembler privilégier l'un parce que les deux sont liés. Tout le monde sait très bien que Daesh a été alimenté au départ par Bachar el-Assad. C'est faux. On va pas. Vous n'avez pas la parole, madame. Vous lisez trop de monde de Mediapart. Non, je pense que Agnès a raison. Je crois qu'actuellement, en tout cas, la priorité américaine, c'est effectivement la lutte contre Daesh, très clairement. Et oui, en Irak et en Syrie. Accessoirement, Al-Qaïda. D'autres questions? Madame, ici. Quels sont les acteurs locaux en Syrie auxquels vous faites allusion et susceptibles effectivement de se mettre autour d'une table pour relever la Syrie? Alors, il y a deux choses. Il y a les membres qui font partie du Haut Conseil des négociations qui comprend plusieurs représentants de plusieurs groupes de l'opposition qui font partie des négociations à Genève en particulier, puisque Astana, c'est une autre opposition qui se retrouve, mais qui est une composition d'un certain nombre de groupes qui sont des groupes qui combattent sur le terrain, qui font partie de cette instance des négociations. Et vous avez sur le terrain ce qu'on appelle les comités locaux de coordination et qui sont des acteurs qui, eux, sont des acteurs qui essayent de faire vivre, de permettre à la société de continuer à vivre en dépit de la situation de guerre, de conflit et qui essayent de gérer la vie au quotidien pour que la population syrienne vive. Donc vous avez deux niveaux. Vous avez ceux qui sont sur place et dont l'objectif c'est de faire tourner des villes, de faire tourner des villages et de permettre l'approvisionnement, de faire en sorte que l'aide apportée par certaines ONG arrive sur place, qu'un système médical arrive tant bien que mal à survivre, lorsque l'on sait que le gouvernement bombarde systématiquement toutes les unités de soins. Donc ça, c'est le niveau vraiment local de ces acteurs dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'eux, ils sont vraiment sur place, ils essayent vraiment de faire tourner la vie au quotidien. Et vous avez un autre niveau qui sont tous ces groupes dont les représentants font partie de ce Haut Conseil des négociations, qui, eux, sont envoyés dans les négociations internationales pour tenter de trouver une solution politique et diplomatique au conflit. Et donc, évidemment, l'idée à travers tout ça, c'est que le jour où un accord serait conclu sur la scène internationale avec les acteurs régionaux, internationaux et locaux, que les relais sur place permettant d'arriver à une solution sur le terrain, ça sera de travailler avec ces comités locaux qui, eux, auront continué à gérer la situation sur le terrain et donc avec lesquels il y aura forcément un travail à faire pour reconstruire le pays, parce qu'à ce moment-là, on sera dans le cadre d'une reconstruction. Donc ce sont, si vous voulez, deux niveaux, mais qui cohabitent avec le gouvernement transitoire qui est en lien aussi avec certains de ces comités locaux pour faire en sorte qu'il y ait un travail qui essaye tant bien que mal de se faire dans des conditions extrêmement difficiles. Et on sera capable de s'entendre un jour en Syrie? Mais toute guerre se termine un jour ou l'autre. Donc je crois qu'il faut rester dans cette logique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste un quart d'heure. S'il n'y a pas d'autres questions, je repose ma question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme dans les enchères. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais lever la séance après avoir remercié nos deux participants. Monsieur, vous avez une question? Nous y répondrons tout à l'heure. Oui, super. Tout à l'heure, vous avez parlé de soft power de la France avec les écoles de la mission, avec les institutions comme les centres culturels, qui est une très, très bonne chose. Juste une petite expérience, j'ai eu la chance d'entrer au lycée français de Marrakech dans les années en 58. À l'époque, la mission a été ouverte à des gens comme moi, fils de menuisiers. Or, maintenant, c'est fini. La mission culturelle française, plutôt les écoles, qui sont extrêmement appréciées par la population, n'est plus à la portée du fils du forgeron, du menuisier. Elle est à la portée du fils du milliardaire.
Je ne peux que le déplorer, naturellement. Mais effectivement, au Maroc, il y a un réseau d'établissements scolaires très important. Je crois qu'il y a plus de 20 000 élèves qui sont scolarisés. Alors, il y a effectivement un système de bourse, mais merci de votre témoignage. Non, je ne donne pas la parole. C'est pas une question. Je ne sais pas si c'est le rôle que je ne devrais pas m'assigner de celui qui, du fond de la salle, fait des dissenting opinions, comme on dit, mais très respectueuses et amicales. Sur des petites choses que j'ai notées, Agnès, tu disais que les Américains ne sont pas intéressés par la Syrie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je crois en revanche qu'ils sont intéressés par la Russie. Et à partir du moment où il se passe quelque chose partout dans le monde, on retrouve une configuration très classique de la guerre froide, d'ailleurs, avec heureusement un risque ultime très différent. Partout où le rival prend une position dominante, les États-Unis, forcément, se doivent. Alors c'était très clair du temps d'Obama, que ce soit en Ukraine ou que ce soit en Syrie. C'est vrai qu'avec le président actuel, les choses sont, sur ce sujet comme sur quelques autres, moins faciles à lire. Mais en tout cas, ce qui motive les Américains en Syrie, c'est évidemment le rôle de la Russie globale. Sur la question, le régime en Syrie, le régime ou Daesh, je ne vais certainement pas entrer dans un sujet qui apparemment provoque des émotions, mais simplement dire que sur 100 victimes en Syrie, les 3/4 sont des victimes du régime, quand même. C'est ceux qui ne donnent aucune indulgence pour les autres, mais le ratio est celui-là. La question des armes chimiques en Syrie, ça a quand même été très embarrassant pour les Russes, quelle que soit la réalité qui est contestée de qui a lancé, qui n'a pas lancé. Bon, lorsqu'il y avait eu le précédent tir d'armes chimiques, on se souvient que Mme Carla Di Ponte, qui est pourtant pas une personne ni indulgente ni spécialement amateur, avait au moins posé une question sur le point de savoir d'où ça venait réellement. Mais je m'en tiens à ça parce que je ne sais absolument rien d'autre. En revanche, les Russes, après cette première opération, s'étaient engagés à nettoyer la Syrie de toute présence d'armes chimiques, ce qui était évidemment très important, notamment pour Israël. Et ce qui s'est passé il y a quelques mois montre quand même qu'il en reste, quels que soient ceux qui les ont tirés. Et pas mal, apparemment. Dernière chose sur alors un tout autre sujet, nos amis britanniques et le conflit israélo-palestinien. Là, j'ai une petite différence d'opinion avec Denis Bochart. Alors d'abord, la relation spéciale, c'est une expression qu'on n'entend qu'à Londres. On n'entend jamais à Washington parler de special relationship avec mais effectivement, il y a quand même une très grande proximité qui est d'ailleurs tout naturelle. Si c'était les Français qui avaient fait les États-Unis, ça serait la même chose entre la France et les États-Unis. Il faut pas le leur reprocher. En revanche, sur la question palestinienne, et là peut-être que Christian Jouret, qui a travaillé à Bruxelles, pourrait aussi donner son avis, mais moi ce que j'ai observé quand j'étais à New York au Conseil de sécurité, ou à Paris d'ailleurs, c'est que les Britanniques votent avec nous. Quand il y a un veto américain, il y a un vote positif britannique. En général d'ailleurs, les Américains sont seuls à voter non. Et les Britanniques votent avec nous. Sur un certain nombre de questions, comme par exemple l'étiquetage des produits des colonies, les Britanniques étaient plus en avance et plus audacieux que nous. Et c'est un sujet qu'ils ont poursuivi très longtemps, mais ça, Christian le sait mieux que moi, puisqu'il était à Bruxelles. Et donc, sur ce sujet-là, peut-être aussi parce qu'ils ont une petite amertume ou gêne historique sur le partage de la Palestine. N'oublions pas qu'ils se sont abstenus sur le vote du partage de la Palestine, ce qui est quand même assez intéressant comme position pour le pays qui disposait du mandat. Ils sont quand même, sur ce sujet-là, non seulement intellectuellement, mais concrètement, la plupart du temps de notre côté. En revanche, sur une question comme l'Irak, tout à fait d'accord, ils étaient tout à fait ailleurs. Mais sur la question israélo-palestinienne, on est vraiment en phase à 95%, y compris dans les votes. Merci pour ce rappel et pour ces précisions. Je lève donc la séance après vous avoir rappelé le site sur lequel vous pouvez trouver le rapport Avicenne. Vous devez faire https://groupeavicenne.wordpress.com. Merci beaucoup et bonsoir.